La prière et Maurice nous rappelaient que Dieu créa l'homme avec toutes les richesses de la terre, de la mer, et a confié à l'homme la gestion de cette richesse. Et que, effectivement, c'est en plein dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis des millénaires, l'écologie fait l'objet de fortes préoccupations. Et je vais à mon tour aussi citer quelques personnalités qui nous ont alertés dès le début du siècle passé et encore en début de ce siècle sur la problématique de l'écologie qui est devenue une crise. La gestion de l'écologie est devenue une crise. Je rappelle que écologie vient du mot oikos grec, c'est le logis, la maison. Et logos, ce sont les lois et l'administration. Et cette problématique, effectivement, est posée aujourd'hui quant à un système de gestion que nous avons mis en place, que l'homme a mis en place. Et cette problématique, donc, est devenue une crise qui est elle-même une conséquence dramatique de l'activité incontrôlée de l'homme, de l'être humain. Et ce, par une exploitation inconsidérée de la nature. Tout dernièrement, dans la papauté, parler des différents papes qui se sont prononcés là-dessus, parce que je suis en train de lire justement le dernier livre de relire le dernier livre de Jean-Paul II, de François Silaudaté, sur la problématique de l'environnement. Mais Benoît XVI disait ceci, et ça rejoint ce que disait notre ami Rouroua, la dégradation de l'environnement dans lequel vit l'homme est étroitement lié à la culture qui façonne la communauté humaine. Et reliant cela par une déclaration du patriarche Bartholomé, certains je crois le connaissent, c'est un orthodoxe, qui lui dit, parle bien de la nécessité de se repentir de ses propres façons de porter préjudice à la planète. Nous sommes appelés, continue ce patriarche, nous sommes appelés à reconnaître notre contribution à la défiguration et à la destruction de la création. C'est un crime contre la nature, c'est un crime contre nous-mêmes. Tout ceci pour nous dire que, bon voilà, le sujet est un sujet d'actualité, mais j'ai envie de dire que c'est un très très vieux sujet. Puisque je suis sur les citations, je voudrais vous citer Saint-Exupéry, que l'on connaît tous, écrivain et aviateur, qui écrivait dans l'un de ses ouvrages « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants ». Je crois que cette pensée, reprise par de nombreux auteurs, traduit très bien l'esprit qui doit guider nos actions dans le domaine de l'environnement et qui anime notre rencontre d'aujourd'hui. Car en parlant d'environnement, naturellement, nous parlons d'avenir, nous parlons du monde de demain, de celui, effectivement, que nous allons laisser à nos enfants. Il y a plus de 20 ans, et je vais terminer par ce dernier, il y a plus de 20 ans, Papi Paimoré, un sage qui a fini sa vie à Thar, connu ici parce qu'il appartenait au monde médical, un infirmier, mais un homme de culture. Il y a 20 ans, il chantait une chanson qui a été reprise par plusieurs artistes derrière. Il dit
Ces paroles disaient ceci, te euene, te uurune, te maunatura. Il y a 20 ans, comme en continuité de ce qui a toujours été dit depuis quelque temps, Papi Paimoré rappelait qu'effectivement, nous sommes arrivés à un moment où l'on entend la nature gémir, où l'on entend notre terre nourricière gémir, souffrir. Déjà, il interpellait nos consciences. Si je remonte plus loin, donc à l'époque des établissements français de l'Océanie, Monsieur le ministre de l'Environnement, en août 1948, notre Fénois prenait déjà un arrêté interdisant, nous sommes en 1948, interdisant la chasse et la destruction des oiseaux de toute espèce dans les îles de Mopia, Manouin et Motuone, aux îles sous le vent. Vous savez, c'est ce trio d'îles complètement à l'ouest, au nord de Bora Bora. Les premiers arrêtés ont été pris en août 1948. Dès lors, et plus de 70 ans, depuis plus de 70 ans, les gouvernements polynésiens successifs ont pris des dispositions pour protéger et gérer de manière durable nos espèces et nos espaces. Une avancée, je dirais, effectivement, qui a été très lente, puisqu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose, je le dis. Mais c'est une progression pas à pas, qui a été longue. Mais si l'on regarde aujourd'hui, au XXIe siècle, 2020, notre pays compte quand même 224 espèces et 51 espaces protégés par le Code de l'environnement. 224 espèces, 36 zones de pêche réglementées, 29 aires maritimes éducatives, un plan de gestion des espaces maritimes, fameux PGEM de Montréal, une réserve de biosphère, un site Ramsar et de nombreux rahuis traditionnels. Alors, j'en conviens, tout n'est pas parfait, je vous l'accorde. Les défis de demain sont ceux du traitement des déchets, un véritable problème né avec la société de consommation dans laquelle nous vivons, où je devrais dire de surconsommation, qui privilégie les produits à usage unique et suremballés. Nous y avons travaillé, je salue l'action de vos associations comme l'association Nanasac Plastique et d'autres pour nous faire prendre conscience de ces problèmes. C'est ainsi que nous avons mis fin à l'usage des emballages et sacs plastiques pour privilégier les emballages recyclables, des sacs en papier ou encore pour promouvoir nos fameux paniers, nos paniers Paore. Mais le traitement des déchets, leur tri, leur recyclage ne s'arrête pas là. Et la filière que nous avons déjà mise en place est confiée notamment au syndicat Fénoama qui regroupe toutes les communes des îles du Vent et au centre de tri de Paihoro doit encore être développée et améliorée. Elle montre aujourd'hui ses limites. Nous pensons aussi aux îles confrontées pour certaines au traitement des déchets. Il suffit de voir ce qui se passe au Tuamotu pour effectivement se poser plein de questions. La question de l'eau potable, des captages, de la mutualisation des ressources, de l'assainissement des eaux usées, des alternatives avec la désalinisation comme à Bora Bora, ou encore la gestion de nos rivières. Je disais hier ou avant-hier à la Socredo qu'aujourd'hui, nous ne trouvons que 10% de rivières qui ne sont pas polluées. Le reste de nos rivières, 90% de nos rivières aujourd'hui, sont polluées. Élevage de cochons, enfin, vous savez, la culture avec des produits chimiques. Seuls 10% de nos rivières aujourd'hui peuvent revendiquer d'être propres. Donc, c'est vrai que tout cela devient crucial lorsqu'on subit des épisodes de sécheresse de plus en plus longs. L'enjeu du monde de demain sera celui de l'eau et bien sûr de la nourriture. Les réserves de la planète ne suffisent plus pour alimenter l'humanité entière sur un modèle de surconsommation né du monde occidental et qui sert aujourd'hui encore de référence
et que tout le monde veut et continue à copier. Je crois au contraire qu'il faut changer les paramètres, changer effectivement notre façon de voir les choses, changer notre façon de consommer, moins importer, consommer davantage local, protéger nos ressources et enfin moins gaspiller. Nous y travaillons et nous mettons en œuvre des dispositifs pour encourager l'autosuffisance alimentaire. Ça coûte beaucoup d'argent, mais on met l'argent, parce qu'il faut y arriver au plus tôt. Promouvoir les produits locaux, donc, mieux les insérer dans l'alimentation de nos enfants, surtout au travers des cantines scolaires. Je veux promouvoir le développement durable et endogène, en résumé. Nous devons aussi travailler à une éducation plus appropriée pour faire de nos enfants des citoyens responsables, voire des éco-citoyens. Des initiatives sont déjà développées dans les écoles, mais j'en suis conscient. Ce n'est pas suffisant et en tous les cas, cela prendra 2-3 générations. Néanmoins, tout cela va dans le bon sens et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. La préservation de nos lagons et de tous les écosystèmes coralliens sont à la fois nos garde-manger et nos défenses contre la houle est un enjeu majeur pour notre avenir. La préservation de nos lagons est un enjeu majeur. Et je ne parle pas de tous les autres sujets qui fâchent, comme la protection de nos espèces protégées, la lutte contre les pollutions, la surveillance des échouages beaucoup trop nombreux dans nos îles. Il reste effectivement énormément de travail à accomplir. L'État nous apporte son soutien, à la fois logistique, soutien technique, quelquefois financier bien sûr. Nos partenaires tels que l'Agence française de développement, je veux saluer ici, c'est la grande patronne de la FD en Polynésie française qui va nous faciliter beaucoup d'investissements dans ce sens-là, puisque déjà nous en bénéficions dans les communes. De remercier aussi et saluer l'Office français de la biodiversité et bien sûr Météo France qui est avec nous aujourd'hui, que nous entendrons aussi ce matin. Ils sont là tous pour témoigner. Elemona Mamatua Yahutapu, notre ministre de la Culture et de l'Environnement, ses équipes et ainsi que la direction de l'environnement travaillent quotidiennement pour mettre en œuvre notre politique gouvernementale. J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour saluer le travail de l'ensemble des agents de la direction de l'environnement de la DIREN. Ils font du travail bien souvent, parfois ingrat, car ils sont chargés tous les jours de dire non, d'aller inspecter, de déclarer nos manquements. Et croyez-moi, ce n'est pas un travail facile. Et je ne voudrais pas oublier les communes, qui sont de vrais partenaires pour nous, qui doivent devenir en tous les cas de vrais partenaires. Elles sont au plus près des populations et souvent, elles doivent faire face à des situations difficiles. Le Code des communes, le CGCT, Code général des collectivités territoriales, font d'elles des décideurs majeurs dans la distribution de l'eau, dans le traitement des déchets, qui relèvent de leurs responsabilités aujourd'hui et le statut le confirme, leur code bien sûr. Les enjeux sont considérables, mais les coûts que cela entraîne est aussi considérable. Je pense en particulier à tout ce qui est traitement des eaux usées. Sur l'eau potable, je pense qu'aujourd'hui, les communes s'approchent de 100% de potabilité, mais par contre, sur le traitement des eaux usées qui polluent nos lagons aujourd'hui, là, les investissements sont excessivement lourds. Pirea et Taroué sont en train de monter leur projet. C'est beaucoup d'argent. Non seulement un investissement, à la limite, j'ai envie de dire qu'investir, on peut le faire avec un bon dossier. Mais c'est après.
ce sont les redevances. Car encore une fois, bien sûr, ces investissements sont répercutés sur la consommation et sur, naturellement, nos contribuables, nos administrés, qui doivent, comme l'eau, payer leurs redevances. Ceci veut dire que l'on viendrait à doubler, pratiquement, les redevances d'eau à cause de l'assainissement, alors que nous devons, aujourd'hui, dans les communes, pour le trouver des budgets annexes équilibrés, pratiquement tripler les redevances pour les ordures ménagères. L'équation est là. Elle est compliquée au moment où, effectivement, nos populations ont plutôt tendance à s'appauvrir qu'à s'enrichir. À ceux qui disent parfois que nous n'allons pas assez vite, je leur réponds que nous faisons de notre mieux. Je constate que la situation s'améliore. Mais je vous le concède, il reste encore énormément à faire. Enfin, il y a vous. Il y a le pays, il y a les communes, il y a les associations. Vous avez votre rôle à jouer et vous le faites. Vous avez un rôle essentiel d'information, un rôle d'explication sur les situations que vous rencontrez auprès de vos membres, de la population et même des pouvoirs publics. Mais vous êtes également, et c'est comme ça que je le conçois, vous êtes aussi des partenaires, parce que la cause de la protection de l'environnement concerne tout le monde. À ce titre, vous êtes en quelque sorte des gardiens, des vigies. Vous avez un rôle de rappel à l'ordre, parfois, parce que nous, les décideurs politiques, nous ne sommes pas toujours, je le reconnais, nous ne sommes pas toujours attentifs à certaines dimensions environnementales dans nos projets, notamment dans le cadre de projets en matière d'infrastructures, par exemple, qui peuvent être lancés. Les risques annoncés résultant des effets du changement climatique nous obligent à nous préparer dès aujourd'hui à toutes les éventualités. Nous l'observons partout dans le monde, les phénomènes météorologiques sont amplifiés par le changement climatique. Les cyclones, les ouragans sont de plus en plus dévastateurs. Les pluies sont de plus en plus intenses, les sécheresses sont plus graves, les incendies sont plus nombreuses et plus destructeurs. Nous n'y échapperons pas. Et nous avons aussi connu ces dernières années des épisodes pluvieux et ravageurs qui ont laissé des traces profondes dans l'esprit de nos Polynésiens. Ils sont autant de signes avant-coureurs de bouleversements qui nous attendent. Nous devons donc nous y préparer. Pas seulement au travers des plans de sauvegarde communaux qui ont été installés pratiquement dans toutes les communes de Polynésie française, les fameux PSC, plans de sauvegarde communaux, mais aussi dans notre manière de construire, notre manière de lotir, notre manière d'aménager l'espace. Je pense aussi aux îles, à nos îles qui sont plus fragiles face à la montée des eaux. Et bien sûr, je pense au Pomotou, au Tuamotu. Nous poursuivons avec le soutien de l'État la construction des abris anticyclones, paracycloniques et anti-tsunami. Il faut aller plus vite. Je suis conscient. Mais tous ces projets demandent du temps et engagent des budgets importants, faramineux. On parle en milliards. Mais faites-moi confiance, faites confiance surtout à notre ministre de l'Environnement. Nous ne relâchons pas la cadence. Il restera ministre jusqu'en 2023. Ouais, t'inquiète pas, tu resteras là. Il faudra travailler plus. Non, vous pouvez l'applaudir quand même, vous avez un bon ministre. Hein. Franchement, Hérémona a fait beaucoup depuis qu'il est aux affaires du pays. Je me suis fait à Paris, je le dis parce que je voudrais que... parle aussi. Je me suis fait à Paris dans la COP 21
le porte-parole de toutes ces préoccupations communes aux États insulaires du Pacifique. Nous avons rencontré des chefs d'État et de gouvernement, des hauts responsables de la planète, avec nos collègues et amis de la région, membres du Forum. Là aussi, il y a encore tant à faire. Et je suis déçu, je ne vous cache pas, des résultats de la COP 26 qui s'est tenue dernièrement à Glasgow, où la voix des petits États du Pacifique n'a pas été entendue pour obtenir des grandes puissances la limitation du réchauffement climatique tels qu'ils s'y sont pourtant engagés à Paris. Mais il faut continuer le combat. Il faut continuer ce combat. Car c'est effectivement la raison pour laquelle aujourd'hui nous souffrons et nous allons souffrir, je pense, dans les décennies à venir, du réchauffement planétaire. La pandémie de la Covid-19 que nous subissons encore aujourd'hui, qui n'est pas terminée, a montré combien nous sommes vulnérables, mais surtout combien nous sommes dépendants de la nature. Notre système a montré ses limites et tout cela nous interroge sur notre manière de vivre, notre façon parfois inconsidérée de puiser dans les ressources de notre mère nature, la planète Terre, jusqu'à épuisement, sans se soucier de ce que nous allons laisser à nos enfants. Gardez-le pour vous. Mais je reste convaincu que la pandémie de la Covid-19 est une des conséquences de la maltraitance de notre mère, la Terre. On ne s'explique pas qu'aujourd'hui encore, l'homme, avec ses milliards de dollars, n'ait toujours pas trouvé le remède à ce virus. Je ne m'explique pas pourquoi, encore aujourd'hui, on nous dit la Covid, vous allez la voir en 2022, en 2023 et peut-être même en 2024. Alors que l'homme est si puissant avec son argent. Et cette puissance aujourd'hui semble ne rien valoir face à cette force de la Covid-19. Donc je reste persuadé et convaincu que c'est une des conséquences de notre comportement ici-bas. Nous avons entamé la transition énergétique pour promouvoir les énergies renouvelables et les énergies propres, encourager le développement des voitures électriques, de la climatisation à l'eau des profondeurs, par des SWAC, etc. D'autres dispositifs seront bientôt mis en place et je voudrais aller plus loin et encore plus vite. Ce premier séminaire des associations de protection de l'environnement, est l'occasion d'écouter. C'est aussi l'occasion de partager et je dis que c'est aussi l'occasion de construire. Nous avons encore beaucoup à apprendre de vous. J'espère que les présentations que les techniciens ont préparées ce matin vous permettront de découvrir les actions engagées par notre pays et dont je viens d'évoquer certains à l'instant. Je souhaite également, à l'occasion des discussions aujourd'hui, que vous puissiez partager avec nous vos expériences et vos projets. Je suis preneur d'idées. J'ambitionne enfin de construire tous ensemble notre vision polynésienne de protection et de gestion durable de nos espèces et de nos espaces. Je voulais faire mon discours ce matin en tahitien. Bon, par respect de certaines qui ne comprennent pas notre langue, parce que je pense que l'action que nous devons mener en vue de la protection de notre environnement est nécessairement liée, effectivement, si l'on veut la faire évoluer, est liée à notre culture. Les expériences aujourd'hui nous montrent, avec le retour du rahui par exemple,
nous montre qu'effectivement, nous avions déjà les outils, nous disposions déjà des outils de protection de cette nature, d'une meilleure gestion de notre environnement, si l'on fouille un petit peu dans la vie de nos Tupuna. Quelque chose qui nous a beaucoup interpellés ces derniers temps, effectivement, c'est la Covid. C'est la Covid. Nous sommes en train de nous débrouiller avec des Raupupa, alors qu'effectivement, j'entends cette voix des Polynésiens qui nous disent « Mais Mema, essayez, pourquoi on n'a pas interdit l'utilisation, j'en ai pris moi-même, l'utilisation du Rautriti. Mais les Polynésiens ne comprennent pas que dans la panoplie des médicaments, on favorise encore aujourd'hui le chimique par rapport au naturel. Effectivement, je crois, je suis profondément convaincu aujourd'hui que cette nature est liée à notre culture, est liée effectivement à notre terre. Cette terre qui est une terre maori, qui est une terre polynésienne. Donc c'est aussi donc pour nous l'occasion de rappeler donc l'histoire des mesures de protection qui ont été mises en place par les différents gouvernements. Je ne revendique pas avoir été le seul. Depuis 70 ans, depuis pratiquement le classement de Manua, Motuone et Mopiha, les différents gouvernements se sont préoccupés, à leur allure, à leur vitesse, mais on s'est tous préoccupés de notre nature. L'occasion donc aussi de défendre notre concept polynésien de gestion durable des espèces et des espaces pragmatiques, d'une façon pragmatique, inspirée de millénaires de savoir-faire traditionnels. Je l'ai rappelé lors de notre visioconférence hier encore avec Paris, avec l'ambassadeur des pôles, qui c'est pas eux à venir nous apprendre comment faire. Nous savons faire, nous avons anticipé et nous avons des techniques qui sont utilisées et nous avons été effectivement les premiers à nous préoccuper sérieusement de cette crise de la protection de l'environnement. Donc il faut peut-être aujourd'hui qu'ils nous écoutent et qu'ils nous entendent. La Polynésie est un exemple, puisque vous allez l'entendre, nous avons été les premiers à préserver nos ressources et à combattre contre la surpêche et l'exploitation irraisonnée des ressources halieutiques. Nous avons, depuis les années 95-96, éliminé toute la pêche industrielle de notre zone économique. Ça n'a pas été une décision facile. Il y avait à la clé 3 millions de dollars sur lesquels nous avons mis une croix parce que nous voulions déjà protéger notre zone économique, les fameux 5 millions de kilomètres carrés. Nous sommes les premiers, et on l'a dit haut et fort à l'IUCN à Marseille, comprennent mal bien sûr, mais nous nous opposons, mais d'une façon dure maintenant, contre la pêche, la surpêche au filet dérivant, au radeau dérivant, la surpêche, la Seine. C'est pas de la pêche, c'est de la surpêche. Ben, bien sûr que les Européens nous regardent avec des yeux un petit peu bizarres. Mais nous allons nous battre, parce qu'effectivement, là aussi, nous estimons que nous avons trop malmené la nature et nous avons effectivement besoin de nous réconcilier avec elle avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Merci beaucoup, chers amis, de m'avoir prêté attention. Je vous souhaite en tous les cas de passer un bon moment ici, à la présidence, et je vous souhaite un bon séminaire. Merci bien.